Bonsoir à tous. Je voulais vous faire aujourd'hui une courte vidéo concernant, c'est une vidéo qui concerne l'Algérie, mais pas que. Elle concerne, je vais vous raconter l'histoire de la France-Algérie, l'histoire des rapports extrêmement malsains et criminels entre la France et l'Algérie. Donc ça va intéresser les deux bords et qui a pour protagoniste Saïd Saadi et Farhat Mani. Alors, qui sont ces gens? Saïd Saadi, j'en ai déjà parlé dans mon livre Algérie, de la théorie à la pratique du complot. C'est le président d'un parti politique pseudo-démocratique présenté par les médias. En fait, c'est une création médiatique et des services de renseignement, hein, donc de la police politique algérienne, et qui a eu énormément d'appui en France. Énormément d'appui en France, il passe partout, il a fait des conférences avec la France insoumise, etc., alors qu'il ne représente absolument rien en Algérie, hein, surtout maintenant, de pire en pire. Bref. Et ce Saïd Saadi est présenté comme un grand démocrate, un combattant contre les islamistes, les intégristes, etc. J'en ai parlé longuement de cette escroquerie intellectuelle, de ces démocrates non pratiquants, des démo-khorrat, on les appelle, c'est un néologisme en arabe qui est un mélange entre démo, khorrat, au lieu de dire krat, on dit khorrat, ça veut dire menteur. Et où on les appelle aussi les démocrates non pratiquants. Et donc j'en ai parlé longuement, j'ai parlé de toutes ces contradictions, etc. Et il y a eu cette histoire qui mérite d'être traitée en long, en large et en diagonale. C'est les accusations. Donc, Saïd Saadi, il a 72 ans, je crois, aujourd'hui. Il habite en France, à Marseille. Et il m'a attaqué en justice, d'ailleurs, pour diffamation. Donc, j'en ai déjà parlé ici. Et en fait, moi, ce que je dis de lui, c'est beaucoup moins grave que ce que dit Farhat Mhani de lui dans son livre Noël en otage aux éditions Michalan 2015. Qu'est-ce qu'il raconte? Farhat Mhani, c'était son ami intime, son compagnon de lutte. Ils ont fait de la prison ensemble, ils ont tout fait ensemble depuis très longtemps. Et ça a clashé fin 1994 à cause du boycott scolaire que Farhat Mhani avait décidé d'instaurer en Kabylie et qui avait déstabilisé le gouvernement et que Saïd Saadi ne voulait pas suivre parce c'était un éradicateur, il voulait ne pas perturber le gouvernement dans sa lutte contre l'islamisme et le terrorisme en Algérie à l'époque qui était brûlant. Bref. Et alors, c'est pas compliqué. Il l'accuse de tentative d'assassinat. C'est tout. À part ça, tout va bien. Alors, pour vous le montrer, en fait, c'est impressionnant. On ne sait même plus quoi dire, en fait. C'est fatigant, c'est épuisant. Alors, pour résumer la situation, ce livre, c'est quoi? Il raconte, en fait, c'est l'attentat de l'A320, l'Airbus A320, du 24 décembre 1994 à Alger, détournement qui s'est terminé à Marseille après l'intervention du GIGN et la tuerie ils ont abattu les 4 terroristes. Très bien. Donc ça, c'est l'histoire que l'on connaît. Sauf que ça a commencé 56 heures avant à Alger. Et vous avez 4 terroristes, dont un avec des cheveux lents, qui pénètrent dans l'aéroport d'Alger, alors qu'il y a eu déjà 2 ans de terrorisme sanglant, des attentats, même à l'aéroport d'Alger, il y a eu un attentat le 26 ou le 25 août 92, mais d'une violence inouïe. Donc, c'était censé être sécurisé au maximum. Et il y a 4 gars qui rentrent avec des kalachnikovs devant tout le monde et on nous explique que tout va bien, c'est normal. Et en fait, Farhat Mhani, il était dans l'avion. Hein. C'est un chanteur très connu en Algérie, enfin très connu pour la Kabylie, surtout pour la Kabylie, puisqu'il chante en kabyle, mais qui est quand même assez connu, mais surtout beaucoup plus connu pour son militantisme séparatiste,
puisqu'il veut, il a monté le mouvement autonome de l'autonomie de la Kabylie et le gouvernement provisoire kabyle, etc. Et j'en ai déjà parlé, j'ai dénoncé sa supercherie dans la vidéo les McDonald's, hein, où on expliquait que c'est pas moi qui le dis là encore, c'est un des ex-membres de son gouvernement provisoire, Idir Djouder, qui expliquait qu'il était financé par le Marzen marocain à hauteur de 250 000 € par mois. Bref. Et en fait, ce qu'on apprend, donc lui, il nous raconte comment ça a commencé du début, de son retard, jusqu'à l'arrivée et après, c'est-à-dire ses prises de parole médiatiques et la panique générale qu'elle a causée à Alger, en France, pour pas qu'il parle, pour pas qu'il dise ce qu'il a vu, etc. Alors, qu'est-ce qu'il dit en quelques mots? Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site lelibrepenseur.org et lire cet article. Farhat Mhani accuse Saïd Saadi de tentative d'assassinat. Ok. Alors, il a été publié aujourd'hui en fin de journée, on est le 10 octobre 2020. Donc, c'est du moins ce que je m'apprêtais à expliquer à un émissaire du premier responsable de mon parti qui finalement m'avait retenu la veille pour rien jusqu'à minuit dans le quartier de la nouvelle ville de Tizi Ouzou. Ne voyant aucune proposition concrète justifiant l'annulation de mon départ hier, ce n'est que vers 23 h que je décidai de rentrer chez moi à Yazogen, à Zazga, à 37 km plus à l'est. Je croyais qu'il allait y avoir une discussion de fond pour aplanir les divergences qui sont apparues ces derniers temps entre le président et moi, c'est-à-dire Saïd Saadi et lui. Aussi, je ne comprends pas pourquoi il a annulé mon vol de la veille pour que j'atterrisse dans celui de l'enfer d'aujourd'hui. Ai-je été trahi? Était-il au courant que ce vol allait être détourné? La question mérite examen. Voilà ce qu'il dit. Il avait une réunion, il devait prendre son avion le 23. On lui a annulé ce vol. On lui a dit de prendre celui du 24 parce qu'il devait discuter, parce qu'il y avait une très grosse embrouille entre lui et Saïd Saadi depuis des mois à cause de cette histoire du boycott de la révolte, ou comment on appelait ça, du cartable, et du boycott scolaire. Et en fait, rien de tel voilà, ne s'est passé. Il a perdu son temps, il est rentré chez lui, il a repris le billet le lendemain, et le lendemain se passe ce qui doit se passer. Il a failli vraiment y passer, mais c'était à quelques minutes près, parce qu'il était assez connu, il passait à la télé, musicien, etc. Et du coup, ils l'ont reconnu. Bon. Je trouve son récit assez honnête, puisqu'il ne se montre pas plus courageux que ça. Au contraire, il a dû mentir, dire qu'il appartenait au FFS, qu'il a démissionné du RCD, parce que le RCD, c'est un parti extrêmement virulent envers l'islam, pas envers les islamistes ou les intégristes, non, envers l'islam. Voilà, juste l'islam. D'ailleurs, on remarque dans ce livre, de sa part, une haine assez malsaine, assez maladive de l'islam. Il se présente en fait comme un athée. Non, je ne crois pas, Monsieur Farhat Mhani, vous n'êtes pas athée, vous êtes un haineux de l'islam. Et c'est très dommageable. Ça me fait de la peine pour vous, parce que vous vivez vous vivez dans un paradigme qui est très minuscule, dans lequel vous ne vivez que par l'opposition à l'autre, et notamment l'islam. C'est très curieux comme concept. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre comme ça en tant qu'Algérien dans une société islamique à 98%. Je ne sais pas comment vous faites. Franchement, ça relève de la psychiatrie, hein, mais bon, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Alors, lui, il se présente comme un défenseur de l'identité kabyle, berbère. Très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est très bien, et bravo pour tout votre travail, c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est normal. Sauf que nous, moi, personnellement, je ne suis pas grand-chose, mais je réfléchis, j'essaie de réfléchir. Pour moi, le kabyle, le berbère n'est pas une priorité en Algérie. Non. La priorité, c'est de se débarrasser de ces psychopathes, de ces sociopathes qui nous dirigent, de ces crapules qui ont essayé de l'assassiner en magouillant avec son parti, avec ses copains de son ex-parti politique, etc. Ce sont eux les criminels. Et quand ces gens-là, la junte militaire au pouvoir sera dégagée du pouvoir en Algérie, il y a tout qui rentrera dans l'ordre. Voilà. Toute la culture kabyle, il n'y a absolument aucun souci, ça se fera naturellement. Donc, il n'y a pas besoin d'aller créer des combats et des luttes absurdes
alors que la personne avec qui on parle est un débile mental. C'est un sociopathe, c'est vrai, un malade, un psychopathe. Il est là pour voler, pour tuer, pour torturer, qu'il en a rien à faire de la culture de quoi que ce soit. D'ailleurs, il en a rien à faire de la culture de tout le monde, d'est en ouest et du nord au sud, hein, des 2 300 000 km² de l'Algérie. Et c'est pour ça, en fait, il y a quelque chose vraiment de bizarre et c'est pas intelligent. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça peut déranger, mais c'est vraiment pas intelligent. Donc, et qu'est-ce qu'il continue, Monsieur Farhat Mani, à la page 152 de son livre? Je me remets à réfléchir à l'avion que je devais prendre le 23 décembre au lieu du 24. Ce changement de date orchestré pour que je monte dans l'avion piégé était-il une tentative d'assassinat? Mieux vaut ne pas pousser plus loin le raisonnement, cela donne vraiment froid dans le dos. Malheureusement, le doute va devenir certitude. Après, il va plus loin. Juste après, quand il va être libéré, il fera la première déclaration à la télé France 2. Il dit que c'était la sécurité à l'aéroport a failli. Il y a de la complicité à la sécurité à l'aéroport. Panique générale. Panique générale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont envoyé Khalid Atoumi, qui était membre du RCD, une éradicatrice pareille, une islamophobe haineuse pareille, et qui va l'appeler, lui donner rendez-vous à un hôtel à la place de la République. À l'époque, c'était l'hôtel Holiday Inn, je crois. Et elle lui demande qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu, etc. Elle était accompagnée de 4 hommes des services de renseignement, selon l'auteur, hein, selon Farhat Mani, des services de renseignement algériens. Donc, où je veux en venir? Alors, autre chose, du début à la fin de ce livre, Farhat Mani explique que le terrorisme en Algérie, c'est le DRS, c'est l'armée. Voilà. Il explique qu'ils ont tous été manipulés par le DRS, le GIA, le FIS, etc. Tous, ils ont été manipulés par l'armée. Le massacre de Bentalha, il cite les livres de Habib Souaidia, La sale guerre, et de Aboud Hicham, la mafia des généraux. Il devrait citer aussi celui-là, sauf qu'il ne peut pas le citer parce qu'il est impliqué dedans dans une sale histoire qui est arrivée à une autre grande figure de la Kabylie, Ma'toub Lounas, qui a été ici, on accuse encore une fois le RCD de Saïd Saadi d'avoir participé à son assassinat. C'est violentissime ce que je raconte, hein, mais bon. Donc, dans tout le long de ce livre, Farhat Mani, c'est ce qu'il dit. Il le dit, mais vraiment, vraiment tout le temps. Il explique même que les gars sont drogués, à la page 128. Comme aujourd'hui, hein, les terroristes, là, les attentats en France. Alors maintenant qu'ils ont sûrement épuisé leur provision de cannabis, qui leur a permis jusqu'ici de surfer au-dessus des vagues de leur peur et de l'horreur, en anesthésiant toute émotion, ils tentent en vain le verbe comme ultime stupéfiant. Vous voyez, il le dit lui-même, hein, c'est pas moi, hein, j'y suis pour rien. Khalid Saoudi, c'est à la page 148-149. Nous prenons la double rupture avec le pouvoir en place et avec l'intégrisme islamiste, lui dit-il. Allez, c'est parti. Toujours les mêmes discours qu'on écoute encore aujourd'hui, à Paris, notamment à la place de la République, encore cette histoire de double rupture qui vient du DRS et de ces traîtres de la politique. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Il y a eu plein de mensonges. En fait, ce que je veux dire aussi un truc très important, c'est très facile à démontrer. Hein. C'est très facile à démontrer. Il y a eu des coups de fil, il y a des témoins qui ont reçu des coups de fil. Il y en a un qui a appelé la personne qui lui a changé son horaire de voyage. Il lui a dit, tu va ramasser les restes de Farhat Mani sur le tarmac à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. Donc, voilà, il y a des preuves factuelles. Pourquoi vous avez changé le truc, etc. On peut mettre enfin pas en accusation, mais on peut faire une petite enquête, poser des questions. Mais là où c'est choquant le plus, c'est que la France n'a pas fait d'enquête. Il y a eu détournement d'un avion français. Il n'y a pas eu d'enquête judiciaire. Il y a eu, c'est lui qui le dit, hein. Je n'ai pas vérifié, mais c'est lui qui le dit. J'imagine qu'il sait ce qu'il dit, étant donné que nous sommes en 2015 quand il écrit le livre, et que c'est une affaire qui le concerne. Il aurait été convoqué pour témoigner. Donc, il y a des Français qui sont assassinés en Algérie. Je crois qu'il y en avait 3. Il y a en France un détournement d'avion où il y a un massacre. Enfin, ils ont abattu quand même 4
terroriste, 4 êtres humains. C'est quand même, il y a des gens, il y a mort d'homme. Donc, à un moment donné, quand même, il y a une enquête quand même, non? Une enquête judiciaire, rien. Walou, nada. Ce qui démontre encore une fois la collusion complète entre, en plus à l'époque, c'était Chirac-Balladur, c'était la course, vous le savez, il y a eu à l'époque l'attentat de Karachi, on l'a dit que c'était Al-Qaïda, il y a eu les ingénieurs de la DCN qui ont été massacrés parce que Chirac ne voulait plus payer les rétrocessions des contrats, etc. Et ils se sont vengés. Et aujourd'hui, Balladur est poursuivi en justice pour cette affaire. Et donc, je vous laisse imaginer, on est quand même dirigé par des malades, des criminels qui ne reculent devant rien. C'est pas moi qui le dis, ce sont les faits, l'histoire et Farhat Mahani, témoin dans l'avion, qui le dit. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant pour tous ceux qui nous disent que le complot n'existe pas, que ce sont des élucubrations d'hurluberlus. Non, si, ça existe. Mais en fait, le problème, c'est que Farhat Mahani, son problème à lui, c'est quoi? C'est qu'il a toujours joué dans le camp du pouvoir, que ce soit avant son emprisonnement qu'après son emprisonnement, puisqu'il négociait systématiquement avec le pouvoir. Ce qui est la force du Hirak d'aujourd'hui qui dit « vous partez tous et on refait tout à zéro, on ne négocie pas avec vous. Il n'y aura personne de… Vous partez. On négocie votre départ, vous partez, vous dégagez. Après, nous, on refait ce qu'on doit faire. » C'est très important, c'est capital. Parce que s'il reste, ça ne changera jamais, ça ne bougera pas. Vous l'avez vu aujourd'hui, vous voyez l'affiche. Lui, M. Khaled Tazarat, c'est un député algérien qui est en prison. Les journalistes sont en prison. Pour le moindre post sur Facebook, vous rentrez en prison aujourd'hui en Algérie. OK ? Donc, c'est quasi quotidien. Ils prennent les gens pour une manifestation, c'est légal, mais vous manifestez, vous faites le hirak, ils vous prennent. Ils prennent tout et n'importe quoi, des gamins de 18 ans, des médecins de 70 ans, ils prennent tout et n'importe quoi. Donc, rien n'a changé. Voilà. Et Farhat Mahani, il a fallu qu'il vive une situation extrêmement traumatisante, pour enfin comprendre. Sauf que même après qu'il ait eu compris ce carnage, cette mascarade phénoménale, l'implication serrée de la France avec la junte militaire, il continue de croire qu'il va pouvoir libérer la Kabylie en se basant en France. Mais ça n'a aucun sens. Sa lutte n'a absolument aucun sens. L'ennemi n'est pas le bon, l'objectif est stupide, il n'y a personne qui voudra faire ce qu'il fait. Il appelle à monter des milices armées pour… c'est ridicule, c'est complètement ridicule. D'ailleurs, pour aller encore plus loin dans l'abject, Farhat Mahani a été agressé physiquement, selon ses propres déclarations, à Paris, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, un mois peut-être, maximum, 3 semaines. Il a été agressé à Paris. Bon, moi, je n'y crois pas du tout. Enfin, moi, je veux voir, parce que c'est ce genre de déclaration, je n'y crois absolument pas. Je ne crois plus personne d'ailleurs. Ce ne sont que des manipulations. Et pourquoi pas d'ailleurs, enfin, il s'est fait agresser. On est contre toute violence, que ça soit clair, net et précis. Sauf que quand on appelle à la création de milices armées et qu'on a participer aux patriotes, aux milices armées patriotes qui avaient des comportements de voyous pendant la décennie noire, franchement, voilà, ça fait tâche quand même, ça fait tâche, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'agresser les gens, il n'y a aucun souci là-dessus, ça se négocie pas. Sauf que Saïd Saadi, que Farhat Mahani accuse d'avoir attenté à sa vie, lui envoie un petit message sur Facebook, je suis contre l'agression. Alors, vous savez qu'en kabyle, on dit Nrani Azani, il comprendra qui pourra. En général, ceux qui dénoncent les premiers, c'est ceux qui savent quelque chose. Voilà, ça c'est très connu. Mais bon, on va laisser la justice faire son travail.
Et voilà pour vous expliquer ce qui se passe. C'est quand même une affaire très grave qui a fait la une des journaux. C'est un détournement qui a fait beaucoup de morts. L'avion, il était bandé, ça aurait pu très mal finir. Ça implique l'État algérien, l'État français. Il y a eu beaucoup de mensonges tout le long de la ligne. Il n'y a eu aucune enquête, aucune. On aurait pu savoir que l'État algérien était impliqué, comme il le fait après, dans les attentats du RER, etc. C'était tout monté par le DRS pour que l'État français les soutienne à 100% dans le futur massacre qu'ils vont commettre en Algérie, c'est-à-dire 250 000 morts, des camps de concentration dans le sud, des 20, 25 000, 30 000 disparus. On ne sait même pas combien ils ont jeté des gens dans les forêts après les avoir torturés et assassinés pour rien, pour absolument rien du tout. Pour une grosse majorité, ils n'avaient rien à voir avec le terrorisme, avec quoi que ce soit. Certains n'appartenaient même pas au fils. Bref, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà des informations qui sont intéressantes pour que vous puissiez comprendre comment sont gérées les affaires d'État par les criminels qui nous dirigent. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. À très bientôt.